et bienvenue dans l'émission Le Tête-à-Tête décideur consacrée aujourd'hui à l'efficacité énergétique des bâtiments. Alors il faut dire que c'est un enjeu majeur, pas seulement pour notre pays, mais une préoccupation européenne. L'Allemagne aurait une petite longueur d'avance, mais rien n'est perdu pour la France qui s'empare du sujet comme un challenge à court et moyen terme. Alors bien entendu, l'avènement du digital et du numérique est un soutien majeur. Pour le secteur, optimisation de l'énergie doit rimer avec optimisation des coûts. Comment les bureaux d'études appréhendent ces nouveaux challenges et quelles sont leurs propositions de valeur sur le marché? Pour nous accompagner sur le sujet, Éric Vorger, fondateur de l'entreprise Coquelicot. Bonjour. Bonjour. Alors, s'agissant finalement d'efficacité énergétique des bâtiments, quelle est la réalité aujourd'hui du terrain derrière les effets d'annonce finalement? Oui, alors si vous voulez, pour resituer, vous parliez d'enjeux majeurs. Donc effectivement, le secteur du bâtiment, c'est 40% des consommations d'énergie, 30% des émissions de gaz à effet de serre, donc c'est un enjeu majeur. Et on a des réglementations, que ce soit au niveau français ou européen, qui poussent pour que les bâtiments consomment le moins possible d'énergie. On a aussi des réglementations qui évoluent pour prendre en compte des effets environnementaux plus globaux, pas simplement les kilowattheures de gaz et d'électricité, mais aussi des émissions de CO2 et aussi la construction et la démolition des bâtiments. Donc une approche plus globale et plus exigeante. Maintenant, vous parliez d'effets d'annonce et c'est vrai qu'on constate des écarts très importants entre les performances qui sont annoncées et les performances qui sont mesurées dans la réalité. Donc j'imagine que c'est aussi une source de problème alors aujourd'hui. Tout à fait, puisque le problème numéro 1, ce sont les factures d'énergie. C'est-à-dire que vous avez peut-être des proches qui habitent dans un logement BBC, bâtiment basse consommation, et qui constatent qu'ils payent des charges beaucoup plus élevées que ce qui était prévu. Alors je vous rassure, ce n'est pas un problème franco-français. En fait, les retours d'expérience qui sont compilés à l'échelle internationale montrent que les écarts entre les performances annoncées et les performances réelles sont de 100% en neuf et de 50% en rénovation. Et le problème aussi, c'est que comme on mesure relativement peu, en fait, les erreurs se poursuivent. Et donc, on a aujourd'hui des bâtiments basse consommation qui sont réellement performants et d'autres qui, en réalité, consomment 2 fois plus que prévu. Mais sur le papier, les deux sont étiquetés bâtiments basse consommation. Mais est-ce que ce point qui est identifié est pris suffisamment à bras-le-corps? Alors, de plus en plus, parce qu'il y a une prise de conscience des maîtres d'ouvrage. Donc on voit de plus en plus des contrats de performance énergétique. Ce sont des contrats dans lesquels l'entreprise qui réalise les travaux s'engage sur une cible énergétique. Et si la cible énergétique n'est pas atteinte, l'entreprise paye des pénalités. Mais ce sont des contrats qui sont difficiles à mettre en place et qui sont difficiles à faire appliquer. Donc les maîtres d'ouvrage hésitent souvent à y aller. Maintenant, on voit que la réglementation évolue vers une systématisation de la mesure. Et donc on a par exemple dans la loi Elan sur la rénovation des bâtiments tertiaires ou dans certains prêts de la Caisse des dépôts et consignations, une exigence de vérification des économies réellement apportées par les travaux. Mais pourquoi un tel écart finalement entre ces consommations annoncées et les consommations réelles? Alors, il y a un premier élément de réponse, c'est que la qualité des travaux ou la qualité des équipements, parfois, n'est pas au niveau prévu. Un deuxième élément de réponse, c'est qu'il y a des erreurs dans les outils de calcul et dans les hypothèses de calcul, et aussi dans le suivi et les réglages du fonctionnement du bâtiment. Tout le monde sait aujourd'hui qu'un bâtiment, selon comment il est habité, selon comment il est utilisé, ses consommations d'énergie vont varier de manière très importante. Et malheureusement, c'est un énorme angle mort dans les outils de calcul aujourd'hui. Et donc, les bureaux d'études considèrent dans leurs calculs des scénarios standardisés, qui sont très simples, dans lesquels on va supposer par exemple que les habitants des logements ne sont pas chez eux du lundi au vendredi toute la journée. Ou on va supposer que tout le monde se chauffe à la même température, on va supposer que les gens n'ouvrent pas la fenêtre quand il fait froid en hiver. Et en réalité, forcément, c'est très différent. Et du coup, ça conduit à des erreurs importantes sur les prévisions. Mais c'est une question compliquée, comment finalement prévoir ce qu'ont vont faire les gens? Donc, effectivement, c'est compliqué. Et aujourd'hui, tout le monde se renvoie la balle sur cette question des usages. Et les entreprises vont dire, par exemple, que le bâtiment consomme plus que prévu parce que les usagers se chauffent plus que prévu, parce qu'ils ouvrent les fenêtres et que donc ce n'est pas de leur faute. Et personne ne sait correctement arbitrer ce type de conflit. Alors vous connaissez bien le sujet, vous êtes vous-même le fondateur d'une entreprise qui s'appelle Coquelicot. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites et notamment comment vous appréhendez cette question des usages? Avec plaisir. Alors Coquelicot, nous sommes une start-up fondée par 4 jeunes chercheurs.
Nous avons deux partenaires principaux. Le premier, c'est un éditeur de logiciels de simulation qui s'appelle Izuba. Et le deuxième, c'est le centre d'énergétique de Mines ParisTech. Et ensemble, on développe un logiciel qui associe donc simulation numérique, monitoring via des objets connectés, donc des compteurs, des sondes connectées, et des algorithmes d'intelligence artificielle. Ce logiciel, on le vend à des bureaux d'études et on l'utilise aussi nous-mêmes pour proposer des services à des gestionnaires de bâtiments tertiaires ou résidentiels collectifs, notamment des bailleurs sociaux. Alors sur cette question spécifique des usages, le premier élément, c'est qu'en phase d'étude, on s'est généré des vrais scénarios d'usage. C'est-à-dire, au lieu de faire une simulation avec un comportement standard qui correspond à rien dans la vraie vie, on va faire des centaines de simulations avec des scénarios variés et réalistes. Le deuxième point, une fois qu'on a généré ces scénarios, c'est qu'on sait synthétiser tout ça. Parce que présenter des résultats de 500 simulations de manière inextricable, ça n'avance pas à grand-chose. Et donc, le logiciel permet de synthétiser à travers une formule. Et donc, au lieu de faire comme actuellement, de dire le bâtiment va consommer 100 et on part, mais en fait, ça ne veut rien dire, parce que ça va dépendre de comment il va vivre, on a une cible énergétique qui dépend de plusieurs indicateurs. Mais donc, on a cette formule qui finalement est très simple, qui va pouvoir figurer dans un contrat et qui va nous permettre d'arbitrer les conflits. Le troisième élément, on va pouvoir mesurer la performance du bâtiment en neutralisant l'effet des usages de manière transparente. Et du coup, en un sens, on règle cette fameuse question des usages. Alors l'objectif final dans tout ça pour votre profession, c'est quand même toujours plus de confort, maximiser le confort avec à côté une baisse finalement des factures. Quelle est votre proposition de valeur dans tout ça? Notre proposition de valeur, elle est sur cette question des usages. Et on a un autre volet qui est plus sur la question des coûts. Pour vous situer, aujourd'hui, tout le monde aimerait construire des bâtiments ultra performants. Mais le problème, c'est que si ces bâtiments coûtent le double d'un bâtiment classique, ils sont invendables. La question, c'est quel est le meilleur compromis en coût global, c'est-à-dire le compromis entre l'investissement initial et la facture énergétique dans la durée. Et c'est une question qui est compliquée. Et par rapport à ça, on a un algorithme qui est d'une aide précieuse parce qu'il va nous donner la meilleure solution. Donc la solution la moins chère pour atteindre une cible énergétique donnée parmi des millions de combinaisons d'équipements et de matériaux. Et donc là, sur une phase de conception, on va gagner 10% au moins, immédiatement, juste grâce à une meilleure conception. Votre modèle économique aujourd'hui? Alors, notre modèle économique, on propose un forfait à des gestionnaires de bâtiments pour un suivi d'exploitation. Pendant ce suivi, on va optimiser le fonctionnement du bâtiment au plus près des usages, puisque justement, on sait reconnaître très bien les usages. Et puis, au fil de l'eau, on va proposer des travaux d'amélioration donc, qui sont calculés avec notre outil, donc, qui sont ciblés pour être les plus rentables. Et si les travaux sont réalisés, on va mesurer de manière très précise, avec la méthode que je vous expliquais précédemment, si les résultats sont réellement atteints. Et, si nécessaire, on va pointer les responsabilités. Vos projets et perspectives d'avenir pour Coquelicot? Alors les projets perspectives d'avenir, c'est forcément de déployer notre solution sur un plus grand nombre de bâtiments et de faire de la croissance. Au niveau R&D, le mot d'ordre, c'est l'automatisation. Ensuite, on travaille aussi sur le renforcement de partenariats au sein de l'écosystème BIM, IoT et énergie. Et ensuite, on réfléchit aussi à un nouveau modèle économique, plutôt stimulant. Si vous voulez, le point de départ, il y a deux éléments. Le premier, c'est que les maîtres d'ouvrage, les gestionnaires de bâtiments, on l'a vu, n'ont aucune garantie sur le confort et sur les charges énergétiques. Et le deuxième, c'est que le business model des énergéticiens aujourd'hui, c'est de vendre des kilowattheures. Le plus de kilowattheures possible, au coût le plus élevé possible. C'est normal. Mais en même temps, on leur demande de faire des économies d'énergie. Donc c'est contre nature. D'où l'idée d'un nouvel acteur qu'on peut appeler un opérateur de confort, par exemple Coquelicot. Et alors, le rôle de cet opérateur de confort, c'est de proposer et de s'engager sur un niveau de confort auprès du gestionnaire. Donc, un cahier des charges en termes de température, qualité de l'air, consommation d'eau, éclairage, pour un prix donné. Et ensuite,
cet opérateur achète lui-même l'énergie. On a des clients qui sont intéressés et c'est un modèle qui nécessite de faire des alliances et donc on y travaille en ce moment. Merci infiniment pour votre intervention, mais aussi pour vos innovations. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un prochain numéro, le tête-à-tête décideur sur bfmbusiness.com, bien sûr.